Je vais vous raconter aujourd'hui une chouette histoire d'extraterrestres qui a fait couler beaucoup d'encre dans les médias l'an dernier. L'histoire est passée un peu inaperçue en France à cause de la barrière de la langue, mais elle a passionné beaucoup de monde dans les milieux anglophones qui s'intéressent au paranormal. C'est une histoire fascinante, qui sera un super prétexte pour expliquer la méthode d'investigation selon une approche de sceptique, et la comparer avec une approche de tenant, afin de vous montrer pourquoi je trouve la première plus efficace. C'est d'ailleurs un peu le fil conducteur de ma série de vidéos. Moi, je ne fais pas de débunkage. Je choisis des cas issus du paranormal ou des pseudosciences, mais ce n'est à chaque fois qu'un prétexte pour parler d'un aspect de la pensée critique. L'idée, c'est pas tellement de vous donner mon avis sur le sujet du jour, mais plutôt de me servir de ce sujet comme un support pédagogique pour expliquer la méthode que je pense être la meilleure pour distinguer le vrai et le faux, l'info et l'intox, sur ce genre de sujet en général. C'est plus constructif comme ça, il me semble. Cette histoire, je pourrais vous la raconter de deux façons différentes. Soit je vous la raconte à la Inspecteur Colombo, soit je vous la raconte à la Inspecteur Poirot. À la Colombo, ça veut dire dans l'ordre chronologique des événements tels qu'ils se sont réellement passés, ou plutôt tels que je pense aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai, qu'ils se sont réellement passés. Alors que à la Poirot, c'est raconter l'histoire dans l'ordre chronologique des preuves, dans l'ordre dans lequel ils sont apparus aux yeux de l'inspecteur. Les deux façons de raconter sont assez différentes parce que, raconter à la Colombo, on voit au début du film l'assassin assassiner sa victime. On connaît son identité, on connaît l'arme du crime. Le seul sujet du film, c'est de savoir comment l'enquêteur va découvrir la vérité. Alors que raconter à la Poirot, au début du film, ni l'inspecteur ni le spectateur ne savent qui est l'assassin. On découvre tous les éléments de l'enquête au fur et à mesure, et c'est seulement à la toute fin du film, probablement sous la forme d'un flashback, que l'on verra l'assassin assassiner sa victime. La vérité est donc soit au début, soit à la fin. Moi, je vais vous raconter cette histoire des deux façons, car je pense qu'il y a beaucoup à apprendre à les comparer. Commençons, disons, par la version à la Poirot. C'est parti. Il était une fois, car toutes les bonnes histoires commencent par « il était une fois ». Il était une fois, en 2012, un certain Adam Dew, journaliste sportif aux États-Unis, qui se voit remettre de sa belle-mère une boîte de très vieilles diapositives, dont deux en particulier qui représentaient visiblement un corps extraterrestre, typique de ceux qu'on appelle les petits gris de Roswell. Elle les avait trouvés dans le grenier d'une maison qu'elle venait d'acheter. Ces deux diapositives étaient mises à part, dans une enveloppe coincée derrière le couvercle. Elle s'était dit « Ça alors, un extraterrestre, la vache, c'est du vrai ou c'est un canular? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de ça ? Je vais les donner à Adam. Lui, il est journaliste, donc il s'y connaît en images. Et puis en plus, il est fanat des extraterrestres. Il parle tout le temps de Roswell, de soucoupes volantes, etc. » Adam avait vraiment une sincère envie d'enquêter sur l'origine de ces diapositives. Il voulait vraiment en savoir plus. Seulement, il avait déjà la conclusion qu'il voulait atteindre, à savoir, c'est la preuve de l'existence des extraterrestres parmi nous, ici sur Terre. Et ça a influencé son investigation. Tout le déroulement de son enquête est caractéristique de ce qu'il ne faut pas faire. Ça va donc être pour moi un excellent support pédagogique pour lister les erreurs à éviter quand on enquête sur un truc extraordinaire. Et pour être constructif, j'en profiterai pour expliquer la méthode que je pense être la meilleure, celle de la pensée critique. Sa première et plus grosse erreur était de vouloir garder secrètes ces fameuses diapositives. Il aurait été bien plus simple de mettre tout de suite en ligne ces images, de proposer aux gens de mettre en commun leurs découvertes pour que chacun puisse profiter des éléments et des conclusions des autres. Il a voulu garder le secret parce que... je ne sais pas trop en fait. Probablement par peur que si le gouvernement apprenne leur existence, il ait des ennuis, ou qu'on essaie d'étouffer l'affaire, ou parce qu'il ne voulait pas que de simples amateurs s'en mêlent. Toujours est-il qu'il a décidé de ne montrer ces diapositives qu'à certaines personnes, des spécialistes du sujet. Et dans sa tête, ça voulait dire des spécialistes du sujet des extraterrestres. Il s'est donc réuni une Dream Team du paranormal, une équipe de rêve des spécialistes des petits aliens. Il a montré ses diapos à un ancien lieutenant de l'armée de l'air des États-Unis, qui était sur la base militaire de Roswell en 1947, et qui prétend avoir vu, de ses yeux, une créature extraterrestre. Il a confirmé que ça y ressemblait exactement. Il les a montrés à des auteurs de livres à succès sur le paranormal, mais sur le soi-disant crash de Roswell. Par exemple Don Schmitt et Tom Carey et quelques autres. Witness to Roswell. Témoins de l'affaire Roswell. Eux, ils sont des défenseurs militants de l'hypothèse extraterrestre. Ils connaissent très bien le milieu de l'ufologie et ils savent faire du buzz médiatique avec des documents de ce genre. Ils ont donc pris un peu l'affaire en main pour communiquer sur le sujet, sans jamais montrer les diapositives. Et puis, il fallait s'assurer que ce ne soit pas un trucage photo, car il est évident que c'est une des premières critiques qu'ils recevront des sceptiques. Il a donc montré ces diapositives à des experts de l'image. Il s'est adressé à Adobe, l'entreprise qui a créé Photoshop. Ils sont des programmeurs logiciels, ils ne sont pas experts des supercheries et des canulars. Sans réponse convaincante de leur part, il en a conclu que même les meilleurs experts n'ont pu déceler aucune trace de trucage. Toujours ce problème du choix des experts.
Il a également demandé à des spécialistes de l'infographie 3D, afin qu'ils puissent reconstruire une image de synthèse de la créature. Ce sont ces images-là qu'il a commencé à rendre publiques. Pas étonnant que cette histoire a commencé à réellement prendre une ampleur médiatique. Avouez que ça ressemble vraiment à un extraterrestre tel qu'on pourrait le voir dans la série X-Files par exemple, ou dans Stargate, ou plein d'autres fictions de la culture populaire. En convention, il a montré ses photos à la personnalité sceptique probablement la plus connue, Neil deGrasse Tyson. Il n'est pas très connu en France, mais dans le monde anglo-saxon c'est une célébrité. C'est lui qui présente maintenant l'émission Cosmos, d'après Carl Sagan. C'est une des meilleures émissions sceptiques au monde, qui parle pas seulement de l'espace et des nouvelles technologies, mais aussi beaucoup de la méthode scientifique elle-même et de l'approche sceptique du paranormal. Sans surprise, il n'a pas été convaincu. Selon lui, ça pourrait être un alien ou plein d'autres trucs. Ce témoignage a probablement renforcé Adam dans son envie de garder les images secrètes. Et puis surtout, il a montré ses diapositives au spécialiste mondial de ce genre de sujet paranormal, Jaime Maussan. Il n'est pas très connu en France, mais c'est lui qui depuis des décennies est le chef d'orchestre de la plupart des révélations médiatiques sensationnalistes sur plein de sujets paranormaux, où il mélange des vrais mystères, des fictions et des trucages complètement misérables. Lorsqu'il a vu les diapositives, il a tout de suite senti qu'il y avait matière à créer un gros buzz médiatique. À partir de là, c'est lui qui a pris l'affaire en main, et il a fait les choses en grand. Il a annoncé que ces photos seraient enfin révélées publiquement lors d'un événement spécial, dans 3 mois, le 5 mai 2015. Il a réservé pour cette date le Grand Auditorium de Mexico. Il fait 10 000 places. Chaque place était vendue très cher. Et ceux qui ne pouvaient pas avoir de place pouvaient acheter un droit de connexion pour une retransmission en direct. Les chaînes de télévision pouvaient acheter un droit d'exclusivité pour couvrir l'événement. Bref, la grosse exploitation commerciale. Son slogan c'était « Soyez le témoin d'un tournant de l'histoire ». Et ce n'est pas tout. Il y avait aussi un documentaire prévu sur le sujet. Kodachrome, les diapositives, leur histoire et comment elles vont changer notre vision du monde. Un documentaire qui ferait assurément beaucoup d'audience. Quelques mois avant la grande révélation, en février 2015, est donc sorti sur YouTube un teaser de quelques minutes sur ce documentaire à venir. Et je pense que ça vaut le coup que nous le regardions ensemble. Now, has this been released to the public? No, not yet. And the government knows you have this? I don't know if the government knows. The military? I don't know if anyone knows. As in, you're not scared of it? Here's what I know so far. Several months ago, I was given a box of 400 color Kodachrome slides that appear to have been taken over a 10-year period starting in the mid-1940s. 2 of the slides show what appears to be a small, thin body with a large head in a glass case. All of the photos are part of a collection that belonged at one point to Hilda Blair Ray and her husband Bernard. There aren't many people still alive who knew Hilda and Bernard, but I have been able to piece a few things together. The Rays had no children. They traveled extensively from their home in Midland, Texas, where Hilda was an attorney and an amateur pilot, and Bernard a geologist working in the oil industry. In 1946, Bernard was the president of the West Texas Geological Society. Mixed in with dozens of vacation shots are several unique color photos from the 1948 National Air Races in Cleveland, Ohio, and the 1948 U.S. Open Golf Tournament in Los Angeles. They captured rare color shots of Sam Snead and even Bing Crosby and Clark Gable. There are also stunning close-up shots of then General Eisenhower on a victory whistle-stop tour following World War II. There are dozens more photos that together paint a picture of a very interesting, well-traveled, and possibly well-connected couple. And then there are these last 2 photos that just don't seem to fit with the rest of the collection. Now, I'm a sports guy. I cover sports for a living. I'm not making any claims as to what exactly is in these 2 slides. The story is still coming together, but at this point I can comfortably say that the slides are unaltered originals and that they were taken between 1939 and 1949. The body is exceptionally thin and is between 36 and 48 inches long. The head appears to be larger than its torso and has some very unusual features. I'm starting to show the slides to people, having them examined by experts in photography and forensics and anthropology. It'd be hard to fake the design of the slide, the stamps, all that other stuff on here. I mean, it'd be really, really hard to fake that. Probably nothing, but I simply can't shake the thought that maybe, just maybe, it's something. Après ce teaser, je suppose que vous avez maintenant très envie de voir enfin ces diapositives. De nombreux curieux ont essayé de les deviner en scrutant les petites scènes du teaser, mais malheureusement elles ont été systématiquement floutées. Là par exemple, le calque de flou est mal centré et on voit un morceau en clair.
Et surtout, dans cette scène, lorsque l'on passe image par image, il y a une image où le calque de flou a raté et où on peut voir la diapositive. C'est là, à la fin de cette séquence. Si on retourne, qu'on zoome et qu'on déforme un peu pour rattraper la perspective, on peut avoir un aperçu de ce fameux extraterrestre. On le reconnaît bien, là, allongé sur une couverture. Typiquement un petit gris. À partir de ce moment-là, l'enquête prend enfin un tournant. Cette image se répand sur les internets et des communautés de passionnés se forment sur les réseaux sociaux. Notamment le groupe de recherche sur les diapositives de Roswell, composé de passionnés de plein de pays différents. Ils vont utiliser cet aperçu de très mauvaise qualité pour mener leur enquête et appliquer la méthode de la pensée critique. Avec juste ça, ils ont plié l'affaire en quelques semaines, alors que les soi-disant spécialistes du paranormal ont piétiné pendant des années. L'image peut faire penser immédiatement à cette fameuse autopsie d'un extraterrestre de 1995. Toutes les télévisions en avaient parlé. En France, il y a même eu une soirée spéciale sur TF1, présentée par Jacques Pradel. Après une grosse campagne de publicité, pour faire monter les attentes, la vidéo de l'autopsie a été dévoilée. Et des dizaines d'experts ont discuté toute la soirée sur les implications d'une telle découverte. Une belle audience. La vidéo était bien sûr un fake. Ray Santilli, l'auteur de la vidéo, a ensuite dévoilé la supercherie. Le corps était fabriqué par John Humphrey, un artiste sculpteur, avec du latex et garni d'organes de mouton. Ils ont filmé ça à l'arrache, avec les pieds, mais le canular a été rentable. La vidéo a été vendue aux télés du monde entier, pour une somme totale estimée à plus de 4 millions d'euros. TF1 était probablement pas au courant que c'était une arnaque au moment où ils ont acheté ça. Mais bon, ils n'ont pas beaucoup fait d'enquête non plus pour vérifier. Un mystère sensationnaliste, ça fait toujours beaucoup plus d'audience, donc d'argent, qu'une vérité banale. Puis ce sont pas des journalistes non plus. Eux, ils montrent juste ce que les gens ont envie de voir. Point. Et cette photo peut aussi ressembler à, disons, une vieille momie. Une des premières phases de l'enquête sceptique a été de comparer avec plein de photos de momies, prises dans les musées, scannées dans les ouvrages à la bibliothèque du coin, ou tout simplement en fouillant les immenses stocks de photos que l'on peut trouver avec n'importe quel moteur de recherche. Des photos de momies, on peut en avoir plein. Celle-là, par exemple, du musée de Buffalo. Ou encore celle-là, c'est une momie d'une tribu précolombienne, d'un enfant de 2 ans, du musée de Mesa Verde, dans le Colorado. Ou encore celle-là, une momie égyptienne. Avouez que ça ressemble pas mal. On a les mêmes proportions, le même ventre creux au milieu des côtes saillantes. Tout au long du XXe siècle, toutes ces momies ont été achetées, revendues et exposées dans plusieurs musées, successivement, parfois dans différents pays. Et tout leur parcours est parfaitement documenté. Face à ces éléments, notre équipe d'ufologues du sensationnalisme a dû changer de stratégie de communication et passer sur la défensive pour tenter d'écarter systématiquement toute hypothèse prosaïque. Une hypothèse prosaïque, ça veut dire pas extraordinaire. Une hypothèse ordinaire, quoi. Pour défendre coûte que coûte leur hypothèse extraterrestre, ils ont dû faire des affirmations du genre « Cette diapositive date de 1947, exactement l'année du crash de Roswell. Pourquoi ? Parce qu'on a daté toutes les autres diapositives et elles datent toutes de la fin des années 40. » Je ne sais pas comment ils ont fait pour dater les diapositives. Je suppose qu'ils ont fait expertiser le carton qui entoure les pellicules. Les sceptiques, eux, ont une méthode plus simple. Puisque plusieurs diapositives de la boîte avaient été rendues publiques, il suffit de montrer ces images à des passionnés de vieilles voitures. Il existe plein de réseaux sociaux qui regroupent plein de gens super calés sur le sujet. La réponse est immédiate. Cette voiture-là, par exemple, c'est un modèle de 1955. Et ça, c'est une Simca Ariane de 1958. Et en plus, un pare-choc comme ça, avec les petits trucs là, ça ne se faisait pas avant 1961. Bref, on voit rapidement que toutes ces diapositives sont, en fait, la collection de photos de toute une vie. Elles s'étalent sur des décennies. Les années 40, 50 et même 60. Certaines dataient probablement de 1947, en effet, mais moi je pense qu'ils ont été victimes d'un gros biais de confirmation. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé certaines diapos de 47, et voilà, affaire classée. Elles sont toutes de 47. Sérieusement, la propriétaire de la boîte de diapos, elle-même, Hilda Blair Ray, est représentée dans le tas. En 1947, elle avait 50 ans. Cette femme a-t-elle réellement l'air d'avoir 50 ans? Moi, le biais de confirmation, je le vois un peu comme une paire de lunettes semi-opaques. Quand on regarde à travers, on voit tout ce qu'on s'attend à voir. Et tout le reste, tout ce qui nous arrange pas, disparaît comme par magie. Oui, rigolez pas, on y est tous soumis, souvent sans même s'en rendre compte. Méfiez-vous du biais de confirmation. Mettez au défi vos préjugés. Un autre argument était « Cette diapositive n'a pas pu être prise dans un musée. » Pourquoi? Ça se voit, le corps a été entreposé là, à la hâte, dans un conteneur en verre. Les musées n'utilisent pas de simples montants métalliques à trous, comme ça, ni de pauvres étiquettes écrites à la main, comme ça. Et ça, ce sont visiblement des couvertures militaires. Encore une fois, les autres diapositives peuvent nous en apprendre beaucoup, pour replacer l'image dans son contexte. Le couple visitait beaucoup de musées.
En fait, apparemment, il voyageait énormément, partout aux États-Unis, même en Europe, pour voir des musées, où il prenait beaucoup de photos. Et bien sûr que cette diapo a pu être prise dans un musée. Avec quelques recherches, on trouve bel et bien plein de photos de musées qui utilisent ce genre de montant métallique à trous. Là, par exemple, c'est au musée de Mesa Verde, dans le Colorado. Et à l'époque, il y avait aussi plein de musées qui utilisaient ce genre d'étiquettes, même écrites à la main. Et oui, il y avait plein de musées qui exposent des momies derrière ce genre de cage en verre. Tiens, là par exemple, c'est encore la même momie. Et bien sûr, elles sont exposées avec les linges qui les accompagnaient dans leur cercueil, qui, même si elles sont parfois un peu kaki, ne sont pas des couvertures militaires. Face à des éléments factuels si implacables, Adam a dû, enfin, proposer une des diapositives en bonne définition. Voilà l'extraterrestre. Allongé à côté d'autres objets exposés, qui ont eux aussi leur petite étiquette. Et une femme en visite, là, derrière le présentoir. Pas trop le style militaire. Un autre des arguments était « Oui, mais vous voyez bien, ça ressemble à un alien ». Voilà la technique de Adam. Il avait imprimé un exemplaire de cette diapositive, et il allait faire des micro-trottoirs dans la rue, en demandant aux gens « À votre avis, qu'est-ce que c'est ?» Alors les gens lui répondaient « Oh mon Dieu, c'est un alien !» C'est QFD. Ça ressemble à un alien, donc c'est un alien. I think it's an alien from Mars or something. C'est bien sûr complètement crétin. Imaginez que moi, je descende dans ma rue et que je montre aux gens cette photo-là. Les gens me diront probablement « Oh mon Dieu, c'est un alien !» Alors qu'en fait, c'est juste un foetus de paresseux dans du formol. Je l'ai récupéré sur un site d'un musée entièrement consacré à collectionner des foetus d'animaux morts dans du formol. Oui, ça existe. Dans les musées, des trucs qui ressemblent à des aliens, il y en a des tas. Des corps mutilés ou difformes, des malformations génétiques, des maladies rares. Tout ça, c'est bien sûr particulièrement conservé dans les musées et les cabinets de curiosité, pour enseigner aux futurs médecins. Voici un proverbe de la pensée critique. Lorsqu'on cherche la vérité sur un truc, les opinions des gens, on s'en fiche. Restons sur les faits. Un autre des arguments était « Ça ne peut pas être la momie du musée de Mesa Verde au Colorado parce que ils ne font pas la même taille. » Les momies, on sait très bien combien elles mesurent, ça, c'est largement documenté. Mais comment mesurer la créature sur la photo? Ces pseudo-experts en photographie ont simplement considéré que la largeur de la main de la femme devait faire 10 cm, pourquoi pas, et reporter cette longueur des pieds à la tête. Ils trouvent que la créature est plus grande que la momie. Mais sur une photo, on ne peut pas simplement prendre une mesure d'un objet en arrière-plan et s'en servir comme base pour les objets au premier plan. N'ont-ils jamais entendu parler de perspective? En considérant que la main est à 1 mètre derrière, on trouve justement une mesure très proche de notre momie. Avoir une approche de tenant par défaut, ça fait tomber dans des erreurs méthodologiques de débutants. Bref, le 5 mai 2015, on a enfin eu droit à la grande révélation. C'était pas un succès aussi grand que espéré, parce que pas mal des spectateurs avaient déjà eu vent des résultats de recherche sceptiques, et des photos de momies s'échangeaient parmi les spectateurs pendant que les experts, faisant semblant de rien, parlaient d'invasion extraterrestre. Bref, c'était un fiasco, un véritable naufrage intellectuel. Rien que le générique du début ne laissait aucun doute sur la conclusion de la soirée. C'est un extraterrestre de Roswell, point final. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile found sometime last. Certains des intervenants ont expliqué que c'était un extraterrestre de type insectoïde, d'autres qu'il était au contraire de type reptilien, avec des reconstitutions en images de synthèse, et même un hologramme de 5 mètres de haut, représentant la créature dans une jolie combinaison spatiale, couleur aluminium. Et enfin, on a pu avoir accès à la seconde diapositive. Je comprends qu'ils aient voulu la garder secrète, parce qu'elle est encore plus nette que la première. Sur celle-ci, il n'y a pas la dame à l'arrière-plan à gauche, et on peut voir un banc en bois dans le fond. Un banc qui ressemble beaucoup au mobilier qu'on peut trouver au musée de Mesa Verde, dans le Colorado. On reconnaît très bien le tenon apparent, là, sur le dessus de la coudoir. Et on voit nettement le carrelage de la pièce, qui ressemble beaucoup au carrelage que l'on peut trouver au musée de Mesa Verde, dans le Colorado. Et surtout, on voit très bien le design du petit panneau explicatif posé à côté du corps. Des lettres encadrées par de fines lignes noires qui s'entrecroisent dans les angles. C'est-à-dire exactement comme le design des étiquettes
du musée de Mesa Verde, dans le Colorado. Et dire que plein de gens, encore aujourd'hui, défendent l'hypothèse de l'extraterrestre de Roswell. Moi, je trouve ça fascinant. Quel niveau de preuve faudrait-il pour qu'une personne reconnaisse qu'elle s'est trompée, qu'elle finisse par changer d'avis? Ah, si seulement on avait réussi à déchiffrer le texte inscrit sur le panneau. Là, on serait définitivement fixé, et tout le monde serait d'accord. Non? Il était dit pendant la conférence que les meilleurs experts mondiaux s'y sont cassés les dents. Et quelques jours après la révélation, un des Français du groupe de recherche sur les diapositives de Roswell, du pseudo de Nab Lator, a réussi à déflouter le texte en utilisant un logiciel de défloutage. Là, on lit clairement « Corps momifié d'un garçon de 2 ans. Au moment de la sépulture, le corps était habillé d'une chemise de coton et enveloppé dans 3 linceuls de coton. » Nom et référence de la personne qui en a fait don au musée en 1938. Ce qui ressemble exactement à cette ancienne étiquette de la momie de tout à l'heure. Et malgré ça, les plus tenaces ne voulaient pas croire un inconnu caché derrière un pseudo, et on l'a accusé d'avoir fait un montage photo. Mais pourtant, c'est ça le plus beau dans la méthode de la pensée critique. Ce n'est pas une question de à qui faire confiance, ou de qui est digne de foi, ou de quel expert doit-on croire. Moi, je veux pas savoir qui se cache derrière ce pseudo. Je veux seulement savoir comment il a fait pour déflouter. Et il l'a très bien expliqué. Il a proposé à tous de se procurer le logiciel, Smart Debbler Pro version 2, et d'entrer les configurations suivantes. Tous ceux qui ont essayé ont eu le même résultat. Nous sommes face à un résultat reproductible. Ce n'est donc pas une histoire de confiance. En quelques jours, les sceptiques ont donc réussi à déchiffrer le texte qui était resté un mystère pour les tenants pendant 8 ans. Selon moi, cette preuve est vraiment le dernier clou qui clôt le cercueil de cette affaire. Moi, j'adore ce genre d'enquête. C'est le même plaisir que d'essayer de deviner avant la fin l'assassin d'un film policier, ou de résoudre un casse-tête ou un puzzle. Mais ensuite, une fois que l'on a visiblement toutes les preuves suffisantes, il y a une deuxième énigme qui m'intéresse tout autant. C'est la suivante. Quel niveau de preuve faudrait-il pour qu'une personne reconnaisse qu'elle s'est trompée, qu'elle finisse par changer d'avis? Ici, je mets les 2 hypothèses. C'est un extraterrestre de Roswell, et c'est une momie de Mesa Verde. Et au milieu, j'hésite, je suis indécis. En abscisse, j'étale toutes les preuves matérielles de cette enquête, de plus en plus probants. Les ressemblances physiques avec la momie, les montants métalliques à trous, le design des étiquettes, le carrelage, le banc en bois, le panneau déflouté. L'opinion d'une personne pourra avoir une certaine trajectoire au fil du temps, comme ça. Elle pourra douter un certain temps, et à un moment, les preuves seront suffisamment concluantes pour se faire un avis. On aura tous des trajectoires différentes. À partir de quel seuil de preuve, vous auriez tranché? Ceux qui m'intéressent le plus dans mes travaux, ce sont les personnes qui continuent à défendre l'hypothèse extraterrestre encore aujourd'hui, coûte que coûte, de façon complètement indépendante des preuves. Eux, si le défloutage ne les a pas convaincus, rien ne pourra les convaincre. Jaime Maussan, par exemple, continue toujours de publier des trucs sur le sujet. Depuis quelques semaines, cette espèce alien a maintenant un nom taxonomique, en latin et tout. Ildana macrocephalus. Reptile humanoïde macrocéphale. Une question moins triviale par contre, c'est de se demander quelle est la position la plus sage au tout début, au moment où on n'a aucune preuve, ni qu'il s'agisse d'un extraterrestre, ni qu'il s'agisse d'une momie, au moment où Adam voit les diapositives pour la première fois. Ou Gilles Fernandez, un des sceptiques français qui a mené l'enquête et à qui je dois de m'être intéressé à cette histoire. Comment se fait-il que 2 personnes, regardant la même image, puissent y voir des choses aussi différentes? Ça doit tenir de leur vision du monde, de ce qu'ils considèrent comme appartenir au monde du possible. La pensée critique que je défends ici propose de ne pas privilégier les hypothèses extraordinaires, comme les extraterrestres, un truc surnaturel ou spirituel. C'est le principe de parcimonie, qu'on appelle aussi le rasoir d'Occam. Et il ne faut pas non plus se contenter de rester au milieu. Sous-entendu, les 2 hypothèses sont équivalentes, donc on ne peut pas trancher. Ce serait laisser entendre que les 2 hypothèses seraient aussi probables, genre 50-50. Ce qui n'est pas le cas. Lorsqu'on n'a aucune preuve ni de l'un ni de l'autre, le plus sage est de privilégier, temporairement, l'hypothèse prosaïque. Les affirmations extraordinaires demandent des preuves plus qu'ordinaires. Adam aurait donc dû retenir, temporairement, l'hypothèse de la momie, ou un truc du genre, tant qu'il n'aura pas réussi à trouver des preuves pour l'hypothèse extraterrestre. Et c'est ce que je vous conseille de faire, pour tous les cas où on ne possède aucune preuve matérielle. Les cas du paranormal, ou des religions, ou des thérapies alternatives, ou des pratiques New Age. Un des gros problèmes de l'enquête menée par Adam est qu'il sait, dès le départ, ce qu'il doit trouver. Depuis le tout début, il a toujours appelé ces images les diapositives de Roswell.
c'est déjà prendre parti, rien qu'avec le nom qu'il utilise. Il laisse entendre que ça a un rapport avec Roswell. La méthode scientifique, c'est « voici les faits, quelles conclusions pouvons-nous en tirer ?» La méthode de Adam, c'était « voici les conclusions », c'est un extraterrestre de Roswell, « quels faits pouvons-nous trouver pour la rendre crédible ?» Imaginez maintenant qu'on veuille raconter cette histoire à la Inspecteur Colombo. Ce ne serait pas du tout une histoire passionnante. Ça donnerait quelque chose comme ça. Il était une fois un couple d'Américains qui prenaient plein de photos dans plein de musées. Et, 50 ans plus tard, 2 de ces photos, sorties de leur contexte, ont eu la chance, ou le malheur, de ressembler à l'idée qu'on se fait aujourd'hui de ce à quoi devrait ressembler un extraterrestre. Ce qui a causé une regrettable méprise. Point. Fin de l'histoire. Ça a duré 15 secondes. Pour un journaliste qui a la charge de couvrir ce genre de sujet, c'est une tendance naturelle bien compréhensible que de vouloir raconter les histoires en reconstituant l'ordre chronologique des événements. Mais avec l'hypothèse prosaïque, cette histoire n'est pas très sexy. Il n'y a pas matière à buzz, il n'y a pas de quoi en faire un article. Par contre, raconter avec l'hypothèse extraordinaire, là c'est carrément une révélation, un scoop, un tournant de l'histoire. Un journaliste a toujours tout intérêt à choisir de retenir l'hypothèse extraordinaire s'il veut vendre du papier et générer du clic. Et pour cela, il faut toujours tendre le micro aux tenants, jamais aux sceptiques. C'est ce biais qui fait que nos fils d'actualité sont toujours si pleins de trucs sensationnels, mais faux. Après réflexion, cette histoire des diapositives de Par Roswell est assez différente de l'histoire de la fausse autopsie de 1995. Cette fois, ce n'est pas un hoax, ce n'est pas un canular. Personne n'a eu de volonté malveillante, il n'y a pas eu d'arnaque, ni de tromperie. C'est simplement une méprise, due à une méthodologie intellectuelle complètement défaillante.